peux juste On allumer pas la si scène, je tu change changes. David. Ouais, ce serait bien que tu le laisses en fond, mais enfin, ok. Emilien. Alors, merci, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, ça va être surtout du code. On va regarder effectivement, le test, c'est le sujet, c'est comment refactorer du code legacy en .NET. Alors, en fait, cet exercice-là, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était David Gageot, un craftsman Java, qui l'avait fait chez nous à la Société Générale, à midi. Et j'avais trouvé l'approche qu'il avait utilisée assez démente. Alors, code kata, ça parle à tout le monde ou pas? Kata de code, en gros, un kata de code, c'est un petit exercice de code qui est souvent pas très compliqué, mais qui est là pour illustrer une technique, une façon de faire, une façon de travailler, et qu'on peut faire un peu à l'instar dans les arts martiaux, quand on veut, dans tout ce qu'on fait, quand on veut être bon, il faut s'entraîner des heures et des heures et des heures et des heures. Là, c'est pareil, c'est pour pratiquer un peu la pratique du code ou de certaines techniques, on peut s'entraîner avec des petits exercices. Bon, parfois, ça m'arrive moi le matin, avant de partir au boulot, d'en faire ou de faire d'open source ou choses comme ça. Mais voilà. Donc là, c'est un truc qui s'appelle Gilded Rose, qui est un kata pour comment refactorer du code legacy. Donc c'est David Gageot qui l'avait fait à Société Générale. Donc lui en Java avec un IDE Java, IntelliJ, et puis des outils en Java que j'avais trouvé assez sympa. Et c'était il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, et j'avais eu l'idée en fait de créer Enfluent après l'avoir vu faire ce kata. Donc en gros c'est un truc qu'on fait de temps en temps à la Société Générale, soit que je fais faire à des gens, chacun travaille sur cet exercice, soit que je présente comme je vais vous le présenter là. Par contre je vais quand même vous solliciter, donc je vais vous poser des questions, puis vous allez un peu me driver quoi sur... Alors, la question, c'est qui utilise aujourd'hui ReSharper? Juste parce que je vais parler d'outils, je vais parler technique. Ok, ReSharper, Ncrunch, ça parle à qui? D'accord. Enfluent? D'accord, ok. Qui a déjà fait le kata Gilded Rose? D'accord. Qui a déjà vu David Gageot faire ce kata? Ok. Bon, vous n'allez pas être super dépaysé, je vais le faire en moins bien que lui, mais un peu différent. Voilà. Donc essayez de pas vendre la mèche sur les questions et sur les approches pour ceux qui ont déjà vu kata de David Gageot. Alors Gilded Rose, qu'est-ce que c'est? Le kata, en fait c'est il faut on a une espèce d'auberge, on appelle ça in en anglais, une auberge qui contient des items. En gros, l'idée c'est de pouvoir vendre ces items et de les conserver dans l'auberge. Et quand on va les conserver, au fur et à mesure que les jours vont passer, il va y avoir une propriété céline qui va se décrémenter. Et puis la qualité intrinsèque des items. Alors, dedans on a un fromage, on a du brie, un brie âgé. Je sais pas si vous avez à lire, c'est un peu petit, mais en gros on a tout un tas d'items et puis on a des règles de gestion qui disent voilà, la qualité des items ne doit jamais être négative. L'edge brick est un item fromage, donc du coup sa qualité augmente au fur et à mesure qu'il vieillit, contrairement aux autres objets. Donc voilà, chaque objet va avoir des espèces de petites règles de gestion pour gérer sa qualité et son vieillissement. En fait, là, il y a l'exercice, c'est de prendre cette base de code et de rajouter une fonctionnalité. Il y a un item qui est conjuré, conjure de Manakek, il me semble. Et en gros, on veut rajouter la feature suivante qui fait que sa qualité se dégrade 2 fois plus vite que les autres items, qu'un item normal. Donc voilà ce qu'on va devoir faire. Alors, je vous montre le code. Le code, c'est pas très gros. Alors, c'est une application, alors je vais peut-être vous montrer la solution Explorer. On a 2 projets, un projet application console et un projet test. Application console, on a juste une seule classe, un seul fichier qui est programme.cs avec une méthode statique main qui contient une instantiation de ce programme-là avec des items qui sont instanciés. Donc là, les fameux items dont on parlait tout à l'heure, là. Il y en a 4, 5, 6, il y en a 6. Et à chaque fois, un item, il va avoir un céline et une qualité. Jusqu'ici, tout va bien? C'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à m'interrompre si c'était pas clair. Et en fait, après chaque jour, le programme doit appeler la méthode updateQuality. Et cette méthode updateQuality là, c'est ce qui va mettre à jour la qualité sur tous les items. Mais pas que. On va le voir. Elle décrémente le céline, donc l'expérience, on va dire, associée à chaque item. Et voilà. Alors, pourquoi je dis code legacy? Alors, code legacy, vous allez comprendre. Voilà. À quoi ça ressemble.
quelques hauteurs comme ça, avec des ifs imbriqués dans tous les sens. Tout un tas de tests un peu à la con. Donc là, c'est bon, c'est un kata, donc c'est du code vraiment exagérément compliqué et tordu. Mais je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé sur certains projets de tomber sur du code comme ça. C'est pas souvent, mais ça m'est arrivé de tomber sur du code aussi dégueulasse que ça. Donc là, la méthode Update Quality, elle fait tout un tas de trucs. Donc c'est ça qui va mettre à jour la qualité de chacun des items, etc. Ça va itérer sur tous les items. Et puis on a un objet, une classe item qui a 3 propriétés. On a le nom, le ceiling et la qualité. Alors cette classe, en fait, on a une contrainte dans l'exercice, c'est qu'on ne doit pas pouvoir la modifier. On ne doit pas pouvoir la modifier. Et même avec une méthode d'extension, etc., on doit pas pouvoir la modifier. Alors c'est pour une histoire une sombre histoire dans l'énoncé. Je vous lis pas tout l'énoncé parce qu'il est assez long, mais voilà. L'important c'est qu'on se dise voilà, il y a une auberge, il y a des items dans cette auberge, on change la qualité, on change le ceiling, et on ne doit pas toucher à la classe item pour ce faire. Donc on a un item, on vous l'a dit, Conjured Mana Cake. On va le montrer tout en haut. Ici, je sais pas si vous voyez. Ici, c'est celui-là. Donc c'est celui-là pour lequel la qualité doit se dégrader 2 fois plus vite que pour un item standard. Alors par item standard, c'était pas très clair, mais je comprends en fait en regardant un peu le code que c'est tout sauf Edgebris et Backstage Pass et Sulfuras. Il y a 3. Donc en fait, on va retenir l'item standard pour nous. La référence, ça va être le premier. Je vous propose. Voilà. Alors l'idée, c'est quoi? Ça serait quoi votre stratégie? Votre angle d'attaque pour rajouter ces fonctionnalités de faire en sorte que le Conjured Mana Cake, sa qualité se dégrade 2 fois plus vite que pour les autres items. C'est sur la méthode Update Quality qu'on va devoir vraisemblablement taper. Alors allez-y, hein, même des idées à la con, si ça peut juste nous permettre d'échanger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va comprendre le code déjà. Comprendre le code, ouais. Donc voilà, le code, moi je le trouve imbitable. J'ai essayé au début, hein, quand je l'ai fait, le kata, on se fait des nœuds au cerveau. Donc on se pose la question si on refait tout ou si on... Du coup, si on n'arrive pas, si on en est au point de se dire que ça se fait des nœuds au cerveau, qu'on peut pas comprendre la méthode, faut faire quelque chose d'autre. Alors du coup, ça serait quoi cette autre chose qu'on pourrait faire si on n'arrive pas à comprendre? Moi j'ai une idée bien dégueulasse. C'est entre le début et la fin, on évalue la différence de qualité et on la multiplie par 2. Et on retire encore cette différence de qualité à la fin. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Ouais, c'était important, j'aurais dû vous le dire plus tôt. On doit pas péter la prod. Comme souvent avec du code legacy. Ce truc-là, il est en prod. Bon là, et donc c'est une prod un peu bizarre, hein, mais on doit pas péter la prod. Donc en gros, je dois surtout changer aucun comportement existant. Donc dans tout ce nœud de spaghetti là, ce plat de pâtes là, il faut que on conserve tout le comportement qu'on a aujourd'hui. Donc on a un petit risque. À travailler de manière un peu expérimentale sur le code. D'autres idées? Alors, on fait une série de tests et puis ensuite on essaie de péter le truc. D'accord. Alors, faire une série de tests, tu vas tester quoi du coup? Les 5 items existants, l'intégralité de ce que ça fait actuellement peut-être. D'accord. Une sorte de reverse engineering? Ouais, un petit peu. Je sais pas trop. Ouais, Moi, je sais pas vous, mais ça me plaît bien. Avant de toucher du code legacy, du code que je comprends pas en plus, j'aime bien me faire un petit harnais de test, me baquer. Donc on va essayer de capturer le comportement qu'on a aujourd'hui dans ce code dégueulasse, sous la forme de test. Et puis, après, on rajoutera le test qui illustrera la nouvelle feature qu'on va faire, etc. Ça vous va tous? On part là-dessus? Ouais. Alors avant de tester, alors oui, parce que vous pourriez vous dire, on peut regarder la doc, mais je sais pas, chez vous, dans vos projets, moi la doc, elle est jamais vraiment à jour. Et qui a raison? Est-ce que c'est la doc? Est-ce que c'est le code? Là, en l'occurrence, on m'a dit de pas péter la prod, donc en gros, c'est la prod qui est la source de vérité. Après, moi souvent, ce que je fais, c'est que je regarde aussi les tests qui m'apprennent des choses sur le projet. Bon, là, c'est pas génialissime, c'est pas choucard comme dirait l'autre. Donc en gros, il va falloir travailler un peu autrement. Donc
là, en l'occurrence, c'est une application console. Donc j'aimerais bien, je sais pas vous, mais j'aimerais bien extraire un peu la logique métier, si on peut appeler ça logique métier du truc, dans une classe dédiée qu'on pourrait instancier, tester, etc. plus facilement dans les tests. Donc on va faire ça. Donc là, en fait, je vais me servir de ReSharper et de mon IDE pour faire la plupart des choses, parce que avant de changer le comportement, je veux pas changer le comportement, je veux juste écrire le code. Donc je vais faire le minimum avec mon IDE. Donc là, on a un programme. J'ai un petit marteau là avec ReSharper, je sais pas si vous voyez là dans la marge, mais qui me dit que si je fais Alt Entrée, il peut me proposer d'extraire les items dans une instruction d'assignement. Au lieu d'être instancié comme ça, donc on va faire ça. Ça me va. Là, à partir de là, j'ai un truc qui pourrait ressembler à une méthode. Donc, CTRL-SHIFT-R, ReSharper. Alors, ReSharper, moi, je l'utilise vachement. Et au début, j'apprenais tout un tas de shortcuts, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait 2, 3, 4 qui me servent tout le temps. Et CTRL-SHIFT-R pour refactor that. Et quel que soit le contexte, il me propose les bonnes options. À la limite, si vous devez retenir qu'un seul truc, c'est CTRL-SHIFT-R. Donc là, CTRL-SHIFT-R, il me dit, tu peux faire des extract méthodes, introduce, etc. Extract méthode, ça me va bien. Et donc cette méthode-là, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben ça va faire instantiate items. On va laisser l'IDE faire. Donc là, l'application console, le main, il simplifie un peu. Il y a un instantiate items et une méthode update quality. Ce que je veux faire, c'est sortir de l'application console. Donc CTRL-SHIFT-R sur la classe programme. Et je vais faire extract class. Donc là, on me parle de auberge dans l'énoncé. Donc je vais extraire une classe auberge. Je vais choisir la liste des items. Main, je m'en fous. Instancier, items, je veux. Update quality, je veux. Là, il me dit, ReSharper, il me dit, tiens, il y a des trucs qui sont pas publics. Ça a pu fonctionner quand tu vas extraire ta classe, mais rends-les publics. Donc là, en espèce, ça me dérange pas de les mettre publics. On va voir pourquoi après. Donc là, ma classe programme, il y a une propriété in. Instancie. Si je fais CTRL-T, qui est un autre truc qui est pas mal pour aller se déplacer un peu dans le code très rapidement. Si je tape in, eh bien, on va aller voir ce qu'il nous a généré. Une classe in. Classe in avec une liste d'items, une méthode statique instantiate item et la méthode update quality sur laquelle on va pas mal travailler. Alors, si je regarde le code qui appelle cette auberge là, ça me va pas trop que ça soit le programme, etc. Je vais plutôt avoir envie que j'ai pas envie d'avoir une méthode statique et d'assigner à l'auberge ses items, etc. Je préfère que ça soit la classe item qui ait cette responsabilité là. Qui s'est fait. Donc là, je vais virer le côté statique de cette méthode-là, et ça va plus retourner les items, ça va me faire void, et là, faire this.item. Oh là. Void. Décidément. Hop, et là, on va faire this.items égale la liste. Donc là, j'instancie la liste. Ok. Donc, côté programme appelant, il ne nous reste plus qu'à faire renommer l'application en in, new in. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis en comme ça, les items, on n'a plus besoin. Maintenant, c'est sur l'instance que j'appelle instantiate item. Ok. Et voilà, pardon. Et in.update quality. Voilà, donc là j'ai extrait suffisamment ce que je voulais du code métier entre guillemets pour que depuis mon application console main ça soit assez simple à appeler, et c'est depuis mes tests que je vais utiliser ces méthodes là. Bon, allez, on va au test. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme premier test d'après vous? On a deux méthodes en même temps, hein. Ça va aller vite. Je propose qu'on passe sur tester la méthode instantiate items. Donc instantiate items, si on va dedans, bah, ça retourne une liste d'items. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écrive un test qui vérifie qu'on récupère bien à chaque fois les items attendus. Donc là, un should instantiate expected items. Là, on est sur du reverse engineering. Je vais quand même faire un test harness. In test harness. On va changer ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un var in égale new. J'instancie mon auberge. Ok. Alt entrée pour utiliser using. Je vais faire un in instantiate items. Ok. Puis après, je vais asserter sur les différents items que j'ai.
Donc, je vais vous montrer d'abord avec... là, c'est NUnit, hein, j'aurais pu prendre XUnit, enfin, peu importe. Les deux ont des assertions aussi pourries les unes que les autres, je trouve. Donc, c'est pas très grave. On va faire un... Je sais pas vous, mais avec les frameworks comme ça, c'est toujours Harrycall qu'on trouve. Hein, Wistroo ou Harrycall en général. On a beau avoir une tétrachier de méthodes d'assertion, là. L'ITSense, ça fait une liste. Je sais pas qui d'entre vous se les tape tous régulièrement ou arrive à se rappeler ce qu'il faut utiliser dans ces tests. Moi j'ai capitulé, je vous avoue, j'ai capitulé. Donc en fait le Harrycall c'est le expected. Le expected je le connais pas encore. On va faire du reverse engineering et je vais faire un in.items. On va prendre le premier. Et puis on va prendre son nom. Okay. Alors là j'ai un petit outil pour ceux qui connaissent pas Ncrunch. Vous voyez des petites pastilles là dans la marge. Donc là, c'est des pastilles qui viennent de se transformer en rouge. Qu'est-ce que c'est Ncrunch? Ncrunch, c'est un outil. Une fois que vous avez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Honnêtement, c'est un truc, c'est assez addictif. C'est un outil qui fait que quand vous allez taper votre code ou votre test, en tâche de fond, ça va compiler votre code, exécuter tous les tests ou les tests que vous avez décidé de ne pas exclure. Et ça va vous donner un feedback immédiat. Moi, je sais pas vous, mais en TDD, Red Green Refactor, j'aime bien faire des baby steps. J'aime bien avoir un feedback le plus immédiat possible. Ncrunch, c'est ce qui me permet d'avoir ce feedback. Donc tout de suite, là, je sais que mon test, il échoue, parce que la pastille est devenue rouge, et que j'ai une petite croix, je survole, et je sais pas si vous le voyez, mais là, il me dit expected string.empty, c'est ce que j'ai précisé, et en fait, c'est dexterity west plus 5 qui est le nom du premier item. Donc avec Ncrunch, je peux récupérer ça et copier-coller. Alors, là, avec la Resol, c'est pas idéal. J'espère que vous allez la lire. Mais en gros, je récupère ce qu'il a trouvé quand il a exécuté le test. Et c'est comme ça que je peux faire mon reverse engineering. Donc là, je mets la bonne valeur. J'ai pas fait CTRL S. Vous allez voir, les pastilles à gauche, là, elles vont... Ah voilà, c'est passé en vert. Là, le test est bon. Il n'y a pas de souci. Donc ça va nous donner un feedback assez immédiat. Alors, moi, je vais regarder quand même juste dans l'item. Donc c'est Céline 10 et qualité 20. Donc là, je vais faire un Céline. Était Céline, je vais asserter. Donc ça, c'est 10. Et l'autre, c'était 20 en qualité. Et voilà. Là, ça va être vert. Bon, là, j'ai testé le premier item. Il y en a plusieurs. CTRL D, bang. Je vais devoir m'en taper 2-3 comme ça. Alors, c'est un peu chiant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça déjà un peu chiant. Alors, je vais en faire juste pour montrer que c'est vraiment un peu chiant. Edgebri, je pourrais laisser Ncrunch faire ça, mais bon, 2-0, ça va aller plus vite. 2 et 0. Là, j'ai mon deuxième item. Voilà, c'est vert. Voilà. En gros, j'en ai 6 à faire, je vais me taper les 6 comme ça. Je pense que c'est assez chiant. Donc en fait, je vais vous proposer d'utiliser une autre librairie d'assertion. Pour faire ça, on va utiliser Enfluent. Donc Enfluent, c'est Emilien qui le disait tout à l'heure, c'est une librairie que j'ai initiée il y a quelques temps. Après avoir vu Fast Assert en Java, que David Gageot nous avait montré, que j'avais trouvé dément, alors il y avait des Fluent Assertion, il y a tout un tas de librairies en .NET aussi, qui existaient, mais qui me convenaient pas vraiment, et du coup c'est pour ça qu'on a créé Enfluent. Alors, c'est dans Nugget, c'est un package Nugget. Alors ici on n'a pas de réseau, je vais aller dans mon cache. Nugget package, je vais aller chercher le package Enfluent, donc local cache ici, Enfluent. Donc c'est quelque chose que vous allez trouver très facilement dans Nugget. Enfluent Smooth sur .NET Assertions. Il y a tout un descriptif. Je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Vous le laissez chez vous. Et donc là, j'installe Enfluent. Alors Enfluent, du coup, il se dit pas, je vais... le point de départ, c'est de dire que les frameworks de test, ils ont deux responsabilités jusqu'à ce jour. Ils avaient deux responsabilités. Un qui était d'exécuter les tests, donc de trouver le code qui a des attributs tests, les identifier comme des tests et puis de les lancer. Donc ça, c'est la partie runner de test. Et puis il y avait une partie assertion. Donc c'est tous les assert, that, assert is true, etc. Cette partie assertion, ils sont en général très mauvais dessus. Et donc c'est juste sur cette partie assertion que Enfluent intervient. Pour éviter d'entrer en collision avec les noms des frameworks de test, comme assert existe déjà, on a dû trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est le check. Donc vérifie que... Alors... pourquoi importe, ok. Donc check
check. Et alors là, contrairement à tout à l'heure, on se faisait flouder dans l'IntelliSense. Là, il y a que minimum syndical. Check that. On va le faire avec un sujet à l'étude. Donc là, ça va être in.items. Et là, vu que in.items, c'est pas un item, mais c'est une collection, c'est un énumérable, en fait, je ne vais me voir proposer que des méthodes d'assertion qui ont du sens pour les énumérables. Donc là, bah, peut être contents, donc cet énumérable contient un ensemble de valeurs, ou moi, en l'occurrence, c'est contents exactly qui va m'intéresser. Donc, vérifie que cet énumérable items, la collection items de l'auberge, contient nul. J'ai fait exprès de mettre nul, pareil, on fait du reverse engineering, pour qu'Uncrush me dise ce qu'il faut que je mette. Et là, je me dis, Gilded Rose, il me dit, bah, checked enumerable does not contain exactly the specified value. Le checked enumerable, c'est gildedrose.console.item, virgule. En gros, le toString, il est pas, le toString de l'item n'est pas, item, est pas défini. Donc, effectivement, c'est que le nom du type. Donc, ça va pas m'avancer très loin. J'ai pas le droit de le modifier. C'est une contrainte à la con, mais c'est une contrainte qu'on va respecter. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va, dans Enfluent, il y a des assertions qui vous permettent de vérifier des trucs. Et il y a aussi 2-3 méthodes d'extension en .NET qui peuvent vous servir de helper. Tout l'objectif de Enfluent, c'est d'avoir des assertions qui soient fluides à écrire. Donc c'est que du point. Je fais check that, mon sujet à l'étude, et après je me laisse guider par le IntelliSense en faisant des points et en suivant ce qu'il me propose. C'est aussi fait pour que les assertions soient fluentes à lire. Donc ça s'apparente à un langage naturel presque dans la plupart des cas, les assertions. Et puis aussi fluent pour troubleshooter. Et donc pour troubleshooter, l'idée c'est que les messages d'erreur ils vont essayer d'être le plus pertinent possible pour vous éviter d'avoir à débugger dans votre code. C'est-à-dire que le message d'erreur de votre test soit suffisamment complet, vous donne des intuitions, des pistes pour vous aider à gagner du temps. Ça c'est une de ces autres missions. Ça c'est pour les assertions. Après, il offre 2-3 méthodes d'extension. Donc là il y a une méthode d'extension sur les énumérables qui s'appelle extracting. J'aurais pu le faire en LinkQ. Mais en LinkQ, ça serait moins fluent de mon point de vue dans ce cas-là. Et donc là, je fais quoi? Je fais vérifie, check that, sur mon auberge, l'énumérable items, si j'extrais que les noms, donc j'ai un énumérable d'objets, items, je vais extraire de celui-ci un énumérable mais que des noms, donc je vais faire une projection, contient exactement nul. Donc là, normalement, je devrais avoir les noms de tous les objets. Je sais pas si vous le voyez, c'est un peu petit pour vous, mais checked énumérable, c'est plus un dexterity west, virgule edgebri, virgule elixir of the mongoose, donc ce sont tous les items. Les messages d'erreur d'Influent, ils sont là pour vous aider, je vous l'ai dit, donc en gros, c'est pour que rapidement, là, je puisse faire un copier-coller. Hop. Je suis un peu plus nul. Donc là, je prends le truc, et au lieu du nul, je prends ce que le message d'erreur m'a mis. Donc check that, les items, si j'extrais les noms, bah, ça contient très exactement cette liste de noms dans cet ordre-là. Dexterity West, etc., etc. Donc, je vais faire la même chose pour les deux autres propriétés. La seconde, c'était Céline. D'accord. Et la troisième, c'était Quality. Céline, bien entendu, ça échoue parce que c'est pas une string, c'est des valeurs numériques. 10, 2, 5, etc. Donc, c'est ça que je vais prendre. Okay. De 10 jusqu'à 3. Tac. Et le dernier, quality, ça va échouer. Je récupère ce que me dit le message d'erreur. La qualité, elle passe de 20 à 0 à 6 en fonction des items, parce qu'ils sont tous très différents. Voilà. Voilà. Donc là, ici, j'aurais eu 6 lignes, etc. Le test, il aurait été très important. Là, en 3 assertions. Donc je vérifie que dans mes items, si j'extrais les noms, j'ai bien ces valeurs-là. Si j'extrais le Céline, j'ai bien ces valeurs-là. Dans cet ordre-là exactement. Et quality, pareil. Donc en très peu de temps, j'arrive à cristalliser, à capturer, on va dire, le résultat de ces propriétés, sans passer trop de temps, et c'est assez compact et assez dense. Bon, on a fini avec notre premier test. Je vous propose qu'on passe à la deuxième méthode. Donc là, je vais gagner du temps. Hop. Là, j'ai plus avoir besoin de vous. Donc la deuxième méthode, c'était quoi? Si on se remet dans le code, donc première méthode, instantiate items, ok. En même temps, elle n'était pas très compliquée à tester. Celle-ci, elle va être un peu plus compliquée. Donc c'est celle qui vérifie qu'on met à jour la qualité des items quand on l'appelle. Donc pour chaque item,
je vais suivre la liste des règles de gestion et je vais impacter la qualité de ces items. Donc qu'est-ce que vous proposez comme test là-dessus? Ben, le même qu'avant, sauf rajouter la méthode update. Ouais. Enfin, Bon. le même, pas le même. Pas besoin de tester le name, je pense. Should update items as expected. Ok. Bon, si vous trouvez mieux comme nom, je vous suis. Pour l'instant, ça va nous suffire. Donc là, je vais faire un in.update quality. D'accord. Là, ça devrait échouer au moins pour le selling et pour la qualité. C'est le cas. Ok. Donc là, pareil. Je reverse engineering. Je récupère, je chope les valeurs ici. Donc, tac. J'ai pris un crochet en trop. Et l'autre ligne, c'est sur la qualité. J'attends qu'Uncrunch me dise que c'est pas bon pour choper la valeur. C'est un peu plus rapide que d'exécuter ces tests. Hein. Je sais pas pour ceux qui exécutent leurs tests. Moi, je trouve ça assez addictif le fait que je sache tout de suite et très vite que ça marche pas. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai vérifié. Une fois que j'ai updaté la qualité, j'ai vérifié que bah, les propriétés selling et quality des items étaient un peu différentes d'avant. Ça vous suffit comme test harness ou pas? Ça vous convient? Alors jusqu'à quand on le fait? Là, on peut regarder la couverture dans le code. Ouais, la couverture c'est pas mal. Alors Uncrunch il offre ça. Il y a un petit Uncrunch Metrics là, donc je peux faire ça sur toute la solution. Et en gros il me dit, bah là, c'est la classe auberge hein, qui nous intéresse. Donc in et là elle est couverte à 48%. Donc ça c'est un premier indicateur qui est intéressant. Après si je vais dans le code de l'auberge, vous voyez qu'il y a des update quality, il y a des pastilles vertes là sur la gauche. En fait les pastilles blanches c'est quand le code n'est pas couvert. Donc c'est du code mort ou du code qui n'est pas couvert. Donc ça veut dire que ce code là il n'est pas couvert et celui-là il n'est pas couvert. Donc il va falloir y aller pour couvrir. Bon. Ouais. On va faire ce qu'on disait, c'est-à-dire on va appeler une deuxième fois. On fait autre chose? Qu'est-ce que vous me proposez? Le temps que vous cherchez, je vais le faire une deuxième fois, comme ça va nous faire gagner du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour couvrir? Alors, moi je sais pas vous, mais je m'attends à une couverture de 100% avant de commencer à bosser sur du code legacy. Hein. Alors c'est pas le cas de tous les codes legacy, hein, mais là, vu la tête de ce code legacy, honnêtement, je me sens pas de risquer de péter la prod sur la base de ma seule concentration. En plus, à cette heure-ci, la journée, ma concentration, elle va être un peu limitée. En plus, on a bu un petit verre juste avant de venir avec les organisateurs très sympathiques du mug. Donc, là, je l'ai appelé une deuxième fois. Là, c'est bon. Ok. Alors là, la couverture, qu'est-ce qu'il me dit, Uncrunch? Il me dit 48%. Ça n'a pas beaucoup bougé. Là. Comment on peut faire pour savoir combien de fois je vais faire ce périple là On va tester, on va boucler, on va pas s'emmerder avec les asserts, hein, avec les checks. On va juste déjà voir la couverture. Combien de fois il faut que j'appelle update quality pour que ça fasse le boulot. Ça vous va? Donc là, on va le tester une dizaine de fois, par exemple, et in.update quality. J'attends qu'Uncrunch le tourne, c'est bon. Metrics, 95,71%. C'est pas assez. Allez, je double. Metrics, pardon. À 100%. Donc entre 10 et 20, c'est chiant à faire. On va faire par dichotomie. Je vais faire 15. Pour tout vous dire, je sais plus combien de fois il faut le faire. Hop, Uncrunch Metrics. Donc là, 100%. 100% à 15. Je suis sûr. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, très bien. Ah oui, 15, mais on l'a déjà fait 2 fois avant. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut couvrir à 100%, il faut qu'on fasse 17 fois. 17 fois ces assertions, etc. Bon, on a un temps limité, je sais pas vous, mais on va accélérer un peu. Qu'est-ce que vous proposez comme technique? Pour éviter qu'on se fasse 15 fois ça, parce que sinon on n'a pas fini. Voilà,
on va accélérer. On va utiliser une technique qui s'appelle le Golden Master. Je sais pas si ça vous parle. Golden Master, c'est quoi? C'est, on va prendre notre auberge. On va cloner le code de cette auberge. On va le cloner. On va l'appeler Legacy In. L'auberge Legacy. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier cette auberge Legacy. Et on va leur appeler les mêmes opérations sur chacune d'entre elles. Et à chaque étape, on va dire, est-ce que toi, tu as les mêmes propriétés que l'autre? Donc c'est un moyen plus simple. On n'a pas de valeur en dur à se taper. Mais on va s'assurer à chaque fois que elles ont les mêmes outputs pour les mêmes appels de méthode. Ça vous parle ou pas? C'est suffisamment clair? Ouais? Ok, donc on va faire ça. C'est d'accélérer. Alors, on va prendre ça là. Alors, du coup, on va commencer quand même par cloner. Je vais sur l'auberge. In. Et donc là, je vais me servir de ReSharper pareil. Ctrl Shift R. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on va faire copy type. Ok. Donc là, in, je vais l'appeler Legacy In. Donc là, ReSharper, il me crée une classe Legacy In qui est stricto sensu. C'est vraiment la même. Donc c'est bon. Donc là, je peux faire, j'instancie mon auberge ici. Là, je vais faire Legacy In. Et là, je vais instancier pas une auberge, mais un Legacy In. Ok. Et sur mon Legacy In, je vais appeler la même opération Instantiate Items. Donc ça, c'est instancié. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier ça. Donc, je vais checker ici. Je vais updater la qualité sur l'auberge, mais aussi sur la Legacy In, faut pas que j'oublie. Et par contre, c'est l'assertion qui va changer. Donc là, je check que les propriétés non des items de l'auberge contains exactly correspondent exactement, très exactement, aux propriétés non extraites sur le Legacy In. Okay. La première ligne devrait plus, la croix ne porte plus sur la première ligne, c'est bon, c'est la deuxième ligne. Il faut que je fasse pareil pour ces lignes, ça va aller plus vite. Voilà. Ces lignes. Et enfin, ici, sur la qualité, donc que la qualité de mon auberge correspond très exactement à la qualité de mon auberge Legacy. Voilà. Là, ça passe. Matrix 95%. Ah oui, c'est parce que j'ai viré mes deux appels d'avant. Donc on va dire 17. Je crois que c'était 17. Bon. Il y a un petit truc qui tourne, je sais pas si vous le voyez, il y a peut-être mon pull devant, mais il y a des petites icônes en bas dans Visual Studio qui disent que ça compile, que ça tourne ou pas. Et s'il y a des tests qui échouent, combien de tests ont échoué. Donc là c'est bon. J'ai mon in qui est couvert à 100%. D'ailleurs si je vais dans le code, il n'est pas très haut, donc on va pouvoir voir, là, vous voyez, toutes les lignes sont vertes. Donc toutes les lignes sont couvertes par des tests. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change quelque chose, imaginons ici je fais égal, au lieu de not égal, bah, tout de suite, Ncrunch devrait me dire, parce que j'ai mon harnais test, tiens, là j'ai pété un test, là. Le premier test il est toujours vert, mais le deuxième test là il est pas bon, la qualité est pas bonne pour des items. Donc en gros c'est ce qui va me permettre, je fais CTRL Z, j'ai fait une bêtise, je fais CTRL Z, je reviens en arrière, et Ncrunch va me dire tout de suite c'est bon. Donc en gros ça va être un outil assez puissant parce que là on va commencer à refactorer ensemble le code Legacy. Et on va un peu y aller quoi. Donc moi si j'ai pas un truc qui me dit à chaque baby step c'est vert, c'est bon, t'es ok, t'as pas pété la prod, je suis pas à l'aise. Donc là on va pouvoir y aller et de manière assez décomplexée et assez à l'aise. Alors du coup on a notre test harness, on peut attaquer le refactoring. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse observer ce magnifique code. Donc update quality. Qu'est-ce qu'on fait? On itère sur des items. Alors tiens, déjà il y a mon IDE qui me dit un truc là, le for, je peux faire un alt entrée, convert for each. Ça va me virer la notation indexée, ça va être plus lisible. Déjà, un premier truc. Donc, ça sera un peu plus lisible. Bon, c'est un tout petit step quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Ah oui, bonne idée. Il y en a qui suivent, c'est cool. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on regarde le code, on voit là, je sais pas vous, mais on voit qu'il y a des trucs qui se ressemblent un peu quand même.
Alors un switch, ouais, ça te ferait quoi du coup un switch à ce niveau-là? À chaque fois sur les Céline. Ah ouais, c'est C'est pas toujours en fait les Céline et puis Moi, mettre des hooks quand c'est la même, voilà. Tu fais une méthode pour tes 3 lignes, le item quality inférieur. déjà concaténé. extraire des méthodes, c'est ça? Sur ce code là qui se ressemble? Moi, je mettrais déjà des hooks, item Céline inférieur à Et 11 même la ligne ou du fait, inférieur à pareil. 6. D'accord. Donc en fait rassembler les conditions des ifs dans un seul, enfin, dans moins de ifs que ce qu'on a aujourd'hui, ça c'est une des pistes. L'autre c'est d'extraire des méthodes, c'est ça? Ok. Alors moi mon premier réflexe, que la première fois que j'ai fait le coding de Jojo, pareil, c'était d'extraire des méthodes. J'avais le bouquin de Martin Fowler, Refactoring, machin, c'était un des trucs, ouais, bah, dès que je vois de la ressemblance, ok, j'extrais des méthodes et tout. Et en fait, c'est là où le talk de David Gageot m'a bien plu, c'est qu'il a choisi une approche un peu contre-intuitive. Son approche, c'était de dire, et c'est ce qu'on va faire là, ici, il y a du code qui est identique. Si la qualité de l'item est inférieure à 50, alors j'augmente la qualité. On le retrouve ici. Si la qualité est 50, j'augmente la qualité. Là, je sais pas si vous le voyez. J'espère que vous voyez bien le code, hein, parce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Ouais. Donc en gros, c'est du code. Mais là aussi, on retrouve, hein, si la qualité de l'item est inférieure à 50, alors on l'augmente. Là, c'est du code qui est similaire, mais qui est pas identique. Donc ce code-là, on sent il pourrait quelque part être extrait et être mis en factorisé avec les autres. Mais en état, c'est pas le cas. Donc en fait, la technique qu'on va faire, qui était celle qui était proposée par David Gageot, c'est de dire que on évite les optimisations, les optimums locaux. Si j'extrais la méthode ici là, qui est en bleu, si je l'extrais trop tôt, je vais passer à côté d'une factorisation avec ce truc-là au-dessus. J'ai plutôt intérêt dans certains cas à générer de la duplication, à tout inliner, à dupliquer le code un maximum pour que le code soit tout à plat et que en voyant tout ce code à plat, ça me saute aux yeux en fait. Et que là, le code qui sera similaire, il sera peut-être transformé en code identique. Et dans ce cas-là, quand je vais factoriser, je vais pouvoir vraiment factoriser sur le plus de cas possible. Je vais être vraiment plus efficace que si j'opte pour un optimum local, c'est-à-dire d'extraire ce comportement là. Parce que si j'extrais là ce truc bleu tout de suite et que je mets increment quality if not maximum, parce que dans l'énoncé il y a 50, c'est la qualité maximum. Si je l'extrais ici, quand j'aurai ce nom de méthode dans le code ici, à côté de ce truc là, je ne verrai plus que ce code là est similaire et que peut-être je peux arriver à le factoriser encore plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout dupliquer. Alors c'est une approche qui est un peu contre-intuitive, mais qui va être assez rigolote. Et donc on va s'aider de ReSharper et du RNetTest de Ncrunch pour nous éviter de faire des bêtises dans la foulée, mais on va servir de ReSharper pour dupliquer. Alors comment on duplique du code? Bon, je vais vous proposer. Alors déjà, je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien avoir pour chaque item, si c'est cet item, alors je fais tout ce qu'il faut faire pour cet item. Sinon, si c'est cet item, alors je fais tout ce qu'on peut faire pour cet item. Parce que là, tout est entremêlé. Là, il y a si c'est pas du Edgebris et que c'est pas du Backstage et que c'est pas du Sulfuras et que c'est machin, j'aimerais bien idéalement qu'on les rende tous un peu en premier niveau, on va dire dans notre code. Alors, pour faire ça, moi je suis pas à l'aise avec des notes égales et des égales. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on transforme tous les notes égales en égales pour qu'on soit un peu dans le même moule au niveau du code et que ça soit plus, on fasse pas d'effort quoi. Moi à cette heure-ci, j'ai pas envie de faire d'effort. Donc alt entrée, ReSharper est mon ami, replace note égale with égale, très bien, ça me va. Donc là tous les notes égales, je vais les remplacer par des égales grâce à ReSharper. Donc là je fais pas beaucoup. Il y a des notes qui sont rajoutées, donc là, ici, si non A et non B, si je fais un alt entrée sur le if, il me dit, bah tiens, inverse les if. Ouais, ça me va. Donc c'est si c'est Edgebris ou que c'est Backstage, alors, donc il m'a un peu tout changé. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai que des égales. Ok? On va le faire ici aussi. Alt entrée. Donc là, vraiment, je me sers vraiment de mon IDE pour déplier toutes les branches de code, quitte après, on va voir que il y a des cas où on va pouvoir virer du code, quoi, très clairement. Donc note égale. Ça parle à tout le monde, le fait, ce qu'on est en train de faire là, de remplacer les notes égales par des égales ou...
pour que la lisibilité du code, pour que ça soit toujours la même chose, qu'on puisse comparer plus rapidement avec notre tête, ce qu'on a sous les yeux, plutôt que de faire des efforts, on se dit tiens ici c'est un not égal, ici c'est un égal. Donc là pareil, j'inverse, donc je dis à un sharper, bah, tu me changes les notes égales par des égales égales, et j'inverse les if. Donc là le if note machin, j'inverse, et voilà. Donc là il y avait un truc au début, je vous ai dit on va dupliquer. Je sais pas si vous vous rappelez, là, comment on duplique là ce truc là? Si c'est A ou si c'est B, alors je fais tout ça. Bah, pour dupliquer, on va faire si c'est A, alors je fais tout ça. Sinon, si c'est B, alors je fais tout ça. On va dupliquer. Hein. Donc CTRL D, bang, et else, if, voilà. Donc si c'est edgebris, je vire l'autre. Hein. Si c'est edgebris, alors je fais tout ça. Et si c'est backstage, alors je fais la même chose. Là, on a dupliqué, on parlait de duplication tout à l'heure, là c'est... Alors là, ça compile, c'est bon, c'est toujours vert. Alors, le vert là, c'est celui qui est en bas, je sais pas si vous le voyez là tous ou pas. Il me dit, c'est Ncrunch qui me dit que c'est vert, parce qu'il y a le vert de la marge qui me dit... Je vais virer ça. Le vert de la marge qui me dit que c'est bon, pour cette ligne. Et puis... il y a le vert global qui est celui en bas, c'est celui-là qui est important hein, pour moi. Après il y a des pastilles blanches là, elles me disent quoi? Elles me disent que c'est du code qui est pas couvert, donc c'est du code mort. Puis si je lis en fait, c'est vrai que si c'est edgebris, alors je fais des trucs, et après c'est si c'est backstage. Bah non, ça peut pas être backstage si c'est edgebris. Donc c'est normal que ce code là soit mort. Donc là, paf, je vire ce code mort. Donc ça va déjà commencer à simplifier. Ok. Sinon si c'est backstage, je fais des trucs, et si c'est backstage, bah oui c'est déjà backstage. Donc je vire le if. Alt entrée, je remove les braces, comme ça, ça me fait gagner un point d'indentation. Je suis content. Sulfuras. Si c'est sulfuras, je fais rien. Sinon, je fais des trucs. Si c'est sulfuras, je fais rien. Sinon, je fais des trucs. Là, j'ai encore du edgebris. Et là, j'ai du backstage. Et puis là, ah ouais, mince. Là, j'ai du sulfuras. Qui est un peu en fin de if là. J'aimerais bien, ce qu'on disait tout à l'heure, j'aimerais bien foutre tous les tests sur les noms des items le plus à gauche possible. Alors c'est pareil avec edgebris là. Edgebris j'aimerais bien le mettre au niveau de l'indentation du if précédent. En gros j'aimerais bien inverser ces deux ifs là. Pour que edgebris il soit à cette place là. L'idée hein, c'est d'avoir que des tests sur les noms et d'avoir des blocs de choses à faire, et l'idée après bah, c'est de pouvoir les ranger un peu mieux, et donc comment on peut faire là pour remonter ce if par rapport à l'autre? Idée? On le met dans chaque... Bah c'est ça, ouais. Vu que le if il est valable pour tout ce qui se passe en dessous, en fait on va le mettre dans chaque branche qui est en dessous. Donc là je le copie, et je le mets dans la branche edgebris, et après sinon si c'est... Donc il y a un if et un else, je le mets là. En gros, j'ai copié le if qui est au-dessus pour le mettre partout en dessous, ce qui me permettra de le virer. Je sais pas si vous voyez, là si je vire ce if, c'est Ncrunch qui me dit 2, c'est bon. Ok, donc c'est bon, je peux virer les braces, et donc là j'ai gagné un peu, j'ai pu remettre mon edgebris premier niveau d'indentation. Alors ça serait bien de faire la même chose ici, parce que là on l'a introduit. Backstage c'est pareil, je vais le retrouver en premier niveau d'indentation. Donc là je le copie, et je le mets dans tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire dans ce if et dans ce else. C'est clair pour tout le monde ou pas? Si c'est pas super clair, vous pouvez faire... J'essaierai d'imaginer que c'est pas super clair, et puis... c'est un peu confus de dire non parfois en public. Donc là, je vire ce Céline. Bang, ok. Les tests... Moi, je suis pas stressé là parce que j'ai Ncrunch qui me dit que c'est bon, donc je suis plutôt content. Alors là, on voit, il y a un truc sulfuras, on fait rien. Et tout à l'heure, je disais sulfuras, on fait rien, sulfuras, on fait rien. Il y a peut-être un truc à faire là. Peut-être que là, on peut simplifier le sulfuras et de se dire que on va le faire au tout début. On va gérer le cas sulfuras une bonne fois pour toutes. On n'entend plus parler. Au début du for each là, c'est si sulfuras, on fait rien. On continue. Ok.
c'est vert. Donc ça veut dire que partout où j'ai du sulfurase, je peux le virer. On va continuer à simplifier le code. Donc là, le test du sulfurase qui fait rien, j'ai viré un truc en trop. Voilà. Je remove les braces, ça va simplifier un peu le code. Là, pareil, je vire cette partie sulfurase, on s'en fiche. Je remove les braces. Là, on n'a pas de sulfurase, et il restait un sulfurase à la fin. Bah oui, c'est rien, de toute façon, ça devient du code mort, ça. Ok. Donc là, on commence à avoir un truc qui est un peu plus visible. Je vais faire CTRL-EC pour reformater sur ReSharper mon code. L'indentation, on met un peu tout ça nickel. Donc si on regarde, pour tous les items, si c'est sulfurase, je fais rien. Ok. Après, si c'est edgebris, je fais des trucs. Sinon, si c'est backstage, je fais tout un tas de trucs. Sinon, je fais des trucs. Après, il y a le Céline qui est décrémenté. Et après, on retrouve un truc, c'est si c'est edgebris, encore, je fais des trucs. Sinon, si c'est backstage, je fais des trucs. Sinon, je fais des trucs. On a le même pattern là. On a si A, ou sinon si B, ou sinon si C, et on le retrouve en dessous après. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les bouts de code qu'il y a dans tous ces ifs et qu'on les remette avec les parties du dessus. Alors là, il y a juste un problème. Vous voyez le problème ou pas? La ligne sur Céline, ouais. Comment je peux faire du coup? Pour qu'elle soit plus un problème. On copie avec chaque bloc d'en haut. Ouais, on va la copier avec chaque bloc d'en bas ou chaque bloc d'en haut, par exemple. Donc là, si je prends le Céline qui est exécuté, quels que soient les noms, c'est exécuté, je vais les mettre à la fin de chacun des blocs qu'il y a au-dessus, par exemple. Donc là, je vais la mettre là, je vais la mettre là, ça va être rouge temporairement. Je vais la mettre là, et là, ça devrait devenir vert normalement. C'est bon. Donc là, j'ai remis le truc qui était valable pour tout le monde dans toutes les boucles if au préalable. Ça, c'est pas mal parce que ça va me permettre, du coup, de pomper le code là du edgebris en bas et de le remettre en haut. Sur le edgebris là, ici. Donc ça va être encore rouge parce qu'il faut que je fasse la même chose. Voilà, c'est bon. Je vais faire la même chose avec le backstage. Donc si c'est backstage, en gros, je prends que le code qui est à l'intérieur de la boucle if du backstage. Je le mets à la fin. C'est mis backstage, ok. Il me reste le truc final du cas par défaut. Si c'est cas par défaut, alors. Donc là, je vire tout ce bout de code là qui sert plus à rien, c'est que des tests avec aucun traitement. Un petit CTRL-C pour aligner tout. Et là, on a du code qui commence un peu à ressembler à quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on itère sur tous les items. Si c'est sulfurase, on fait rien. Si c'est edgebris, on fait des trucs. Si c'est backstage, on fait des trucs. Et sinon, pour tous les autres, on fait des trucs. Là, on va pouvoir commencer à extraire nos méthodes. Déjà, le code, même sans extraire de méthode, là, déjà, on pourrait commencer à un peu mieux comprendre ce qui se passe, et même presque à faire du reverse engineering. Mais ce qu'on va faire là, je vous propose, moi, c'est ce code similaire là, qui est pas complètement identique. Donc là, vous voyez, c'est si la qualité est inférieure ou égale à 50, alors je l'incrémente. C'est la même chose ici. Et c'est presque la même chose ici. Bon, depuis le début, j'ai pas trop réfléchi, j'ai un peu laissé l'IDE travailler pour moi. One Crunch qui me dit que c'est vert, tu peux y aller Coco, tu peux rester détendu. Là, en fait, si on réfléchit un petit peu, on peut se dire que on ne fera des trucs que si la qualité est inférieure à 50. Il y a déjà ce test-là qu'on va retrouver partout en dessous, ici et là. Ça veut dire qu'en fait, on peut l'exécuter quel que soit ce qu'on fait après. En gros, là c'est le seul moment où j'ai dû réfléchir un peu pour changer ça. Alors, je vais re-aligner. Voilà. Et donc là, le code qui était similaire est devenu identique. Alors pour le coup, moi je vous propose qu'on extrait une méthode maintenant. Ça me paraît suffisant là comme duplication. Et donc là, si c'est inférieur à 50, donc c'est increase quality. If not maximum, par exemple. Alors, c'est là où les gens qui font du Java, ils sont un peu plus chanceux que nous, parce que ceux qui ont IntelliJ, si j'avais IntelliJ, ils m'auraient dit, bah tiens, il y a un pattern là, dans ce que tu essaies d'extraire, le bout de code que tu essaies d'extraire, en fait, il est dupliqué, et on le retrouve à plusieurs autres endroits.
Là, ReSharper, même si c'est la dernière version de ReSharper en plus, il me le dit pas. Donc bon, je suis obligé de le faire un peu à la main. J'aurais pu faire un search and replace, hein, ça aurait été aussi bien, mais là, ReSharper est pas aussi puissant qu'IntelliJ en Java. Faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai extrait ces méthodes-là. Elle est aussi là, donc je le fais. J'appelle la méthode au lieu de laisser ce bout de code, et ici aussi. Donc là, ça va un peu condenser un peu notre code là. Je sais pas si je peux. Vous voyez, le code il commence un peu à devenir un peu plus logique, un peu plus lisible. Tiens, là il y a item qualité égale à item qualité moins item qualité. Bon bah item qualité moins item qualité ça fait 0. Ça je peux remplacer 0, ça simplifie encore un peu le code. Et puis là j'ai une autre méthode, ça serait decrease quality. Elle est en haut et en bas là. Donc là ça va être decrease quality. Il nous reste combien de temps? Très bien. Alors, decrease quality. Je vais utiliser ici. Qu'est-ce qu'on a? Bah là, ça commence à être pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'à la limite, tout à l'heure, on avait une proposition de switch. Moi, ça me semble pas mal ici, parce que en général, quand on voit du switch dans du code objet, en général, c'est qu'il y a un polymorphisme qui nous est passé sous le nez. Et qu'on peut tout à fait remplacer ce switch par un polymorphisme. Mais là, en fait, en l'occurrence, on n'a pas le droit de modifier la classe item. Je peux pas introduire de polymorphisme, j'ai pas le droit de travailler autour de cette classe item, etc. Donc en gros, le switch, dans ce cas-là, ça me va bien. Donc là, ReSharper, il me dit, bah tiens, tu peux convertir ces if imbriqués dans des switch. Donc voilà, c'est switch. Si c'est edgeBree, alors je fais ça. Si c'est backstage, je fais tout ça. Et pour tous les autres cas, je fais ça. Donc là, le code, je sais pas pour vous, mais il me semble commencer à être un peu actionnable, quoi. Ouais. Mais du coup, on n'a même pas le droit de dériver de la classe Non. Alors, c'est à expliquer un peu dans le truc, dans la doc. Bon, je l'ai pas lu, mais non. Donc là, ce qui me plaît bien, c'est on va extraire des méthodes. Là, je vous propose, extract méthode, ça va être un update Bree. Moi, j'aime bien qu'une méthode dépasse pas l'écran de haut. Je sais pas vous, mais en termes de lisibilité pour travailler, je préfère. Donc, update backstage. Voilà, donc là on a la méthode update quality qui tient en un écran. On la voit intégralement, là, le gros bloc qu'on avait tout à l'heure. Donc si c'est sulfuras, on fait rien. Sinon, bah, si c'est edgeBree, on update Bree. Sinon, on update backstage. Et sinon, on decrease la quality, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Même s'il nous reste un peu de temps, c'est quand même important d'assurer nos arrières et de répondre à l'objectif. Parce que le refactoring, ça peut être sans fin. Et c'est toujours mieux de se timeboxer ou de se fixer des limites. La limite pour moi, c'était que le code soit lisible et qu'il tienne maximum sur un écran. Si on regarde chaque méthode, elle devient lisible, elle devient du coup compréhensible. On peut toujours améliorer, on peut toujours faire mieux, mais là je vous propose qu'on retourne à notre énoncé, à notre test harness. Ok. Donc là on est toujours bon, le coverage n'a pas changé, il est toujours à 100%. Ben, je vous propose qu'on écrive le test. Moi je ne fais plus que du TDD depuis 2005 quasiment, à quelques rares exceptions près. Donc ben, ça commence par l'écriture d'un test. Donc should decrease conjured, pardonnez-moi pour l'accent anglais, hein, conjured item quality twice as standard item quality. Bon, à d'autres horaires, j'aurais peut-être trouvé des noms un peu plus courts et un peu plus. Je vous demande juste d'être un peu cool avec moi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier l'auberge, donc nouvelle auberge, ok. On instancie les items, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que vous proposez? Faites quoi notre test? On veut s'assurer que l'item conjuré, donc l'item conjuré, si je vais sur le code là, l'item conjuré c'est le dernier, conjuré de Malakek.
elle se dégrade 2 fois plus vite que qu'un item standard. Alors, un item standard, quand on regarde le code, l'item standard, à mon avis, c'est tout ce qui n'est pas Edgebris, tout ce qui n'est pas Backstage, et tout ce qui n'est pas Sulfuras. Bon, ça en laisse pas beaucoup, hein, item standard. Je vous propose qu'on prenne le premier. On va prendre le premier, on va prendre le dernier. Donc, on va faire var conjured item. Et bien, ça va être in.items. Donc, c'était le 6e. Hein. Notation indexée, ça va faire le 5e. Je vais quand même vérifier avec enfuent check that conjured items .name contents conjured. On sait jamais. Si quelqu'un change l'ordre en plus 1 de ces 4, voilà. Donc là, ça tourne, c'est bon, c'est vert. On va faire un autre item qui s'appellera le standard item. Standard item égale in.items. Ok, on m'a dit que c'était le premier. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir regarder comment se dégrade, en gros, le delta de la qualité. Comment se dégrade la qualité, donc ça va être le delta de la qualité. Donc je vous propose qu'on fasse un last conjured, ou previous peut-être. Previous c'est mieux que last. Previous conjured quality. Et donc là, ça va être le conjured item.quality. Et on va faire pareil pour le standard. Previous standard quality. C'est standard item, hein, mais là, on va essayer d'aller plus vite. Donc là, j'ai... Qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais en gros, je vais updater en fait, updater la quality. Donc là, le in, je update la qualité, la qualité, pardon. Et là, je vais faire un check that. On va devoir mesurer la dégradation de la qualité pour l'item conjuré. Donc là, on va faire quoi? On va prendre le previous moins le conjured item .quality. Ça, c'est la dégradation de l'item conjuré. Et il doit être égal, is equal to, à, on a dit, deux fois la dégradation de l'autre. Donc la dégradation de l'autre, ça va être pareil, ça va être mon previous standard quality moins mon standard quality. Voilà, donc deux fois. J'ai fait une erreur de truc. Donc là, normalement, ça doit échouer. Hein. Si mon test Red Green Refactor, hein, quand on fait du TDD, on doit s'assurer que le test échoue. Il me dit quoi? Une fuette, il me dit la valeur attendue, la valeur vérifiée, c'est 1. La dégradation de la qualité ici, c'est 1, alors qu'on s'attendait à 2. Ça veut dire que l'autre, en fait, il a une dégradation de qualité identique à 1. Et bien, c'est le moment d'aller changer le code. Donc là, on retourne dans l'update quality, CTRL-T dans ReSharper pour se déplacer dans le code, c'est encore le shortcut à se souvenir. Et donc là, ça va être assez simple, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va se faire un petit bloc pour conjurer l'item conjuré là. C'est celui-là. Et l'item conjuré, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le code d'un item standard, et puis on va dégrader deux fois plus, pardon. C'est le nom là. Et on va dégrader deux fois. Donc on va reprendre ça, ce qui est le code de l'item standard. Hein. Et dans le cas de l'item conjuré, on a dit qu'on décrémentait la qualité deux fois. J'appelle, hein, à cette heure-ci de la soirée, j'appelle deux fois la méthode, ça suffira largement l'affaire. Et là, mon test, il est vert. Ah, alors mon test, il est vert, c'est pas mal, mais on a un petit souci là. Je sais pas si vous le voyez, il a un petit 1 rouge en bas à droite. C'est quoi? C'est juste qu'il y a un test qui échoue. Alors, quand on a des grosses solutions et des projets partout, etc., il suffit de double-cliquer ici pour qu'il nous dise, tiens, alors, avec une résolution, c'est un peu plus visible, mais voilà, là, il y a un item qui marche pas, tous les tests passent, celui-là, il passe pas. C'est normal, puisque, en fait, ce test-là, c'était test où on vérifiait que l'auberge avait exactement le même comportement que l'auberge Legacy. Là, en introduisant la nouvelle feature, ce qui est très exactement ce que je veux faire, ça va marcher moins bien et c'est normal.
puisqu'on sort du comportement de l'item legacy. Donc là, il va falloir qu'on change un peu le truc pour boucler la boucle. Il nous reste combien de temps? Ah bon, on a largement le temps, on a quasiment fini. Bon, alors en gros, l'idée c'est de sortir. Vous voyez la petite croix là sur le check de la qualité. Bah, le check de la qualité est plus bon parce que là on a rajouté un comportement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on sorte les assertions de qualité ici et qu'on le fasse un peu différemment. On va faire un for each, cette fois-ci J, avec items, pardon, items, .count. Donc on va énumérer sur tous les items. Et pour chacun d'entre eux, on va vérifier que... qu'est-ce qu'on va vérifier? Attendez, j'ai un trou. Comment on peut s'en sortir? Aidez-moi. La sélection pas conjurée. Que le nom n'est pas celui de l'item. Ouais. En fait, effectivement, que cette assertion-là, elle doit être valable, que la qualité du legacy doit correspondre à la qualité du nouveau, à l'exception de l'item conjuré. Donc si in.items .name not égal non, qu'est-ce que je fais chez J, c'est quand même vulnérable. Conjured, alors je me souviens plus très bien on va retrouver le nom exact. Je crois que c'est Conjured Manakek, mais il y aura une histoire de casse. On va s'éviter ça. Donc si c'est pas Conjured Manakek, alors check that, eh bien in.items de J .quality doit is equal to, hop, on va faire legacy in, la qualité en fait du legacy in. Et là c'est bon, on n'a plus le truc. Et là, en fait, on a à la fois vérifié le comportement de l'auberge en général. Donc, on n'a pas touché à la prod, on n'a pas pété la prod. On a pu rajouter une nouvelle feature avec ce nouveau test. Et au passage, le Boy Scout Principle, là, on a laissé la chambre un peu plus propre que celle qu'on a trouvée quand on est arrivé sur ce bout de code. On pourrait encore refactorer, on pourrait faire plein de trucs, mais voilà l'idée de l'exercice. Ce que je trouve intéressant dans cet exercice, c'est le côté baby step, avec un outil comme Ncrunch qui m'exécute en tâche de fond et systématiquement mes tests. Moi, je suis plus serein. Je peux toucher au code, je me trompe, c'est pas grave, CTRL Z. Là, je me suis pas trompé, j'ai eu un moment de grâce là ce soir. Il m'arrive souvent de me tromper, même avec ReSharper en tant qu'aide. Mais du coup, c'est pas grave parce que quand on se trompe, c'est rouge, CTRL Z et on revient au vert et voilà quoi. On peut aussi céder de Git, etc. Mais là, c'est encore plus pour avoir des étapes intermédiaires. Mais là, c'est encore le feedback est encore plus direct. Donc les baby steps, le fait de qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, la Golden Master, c'est une technique qui peut être intéressante. Au lieu de s'embêter avec des valeurs en dur, etc., le fait d'avoir cloné le code legacy et de comparer les deux, ça nous a permis d'avoir une couverture de tests à 100% assez facilement, au final. Et ce qui était prérequis pour modifier le code. Et alors je vous ai pas trop montré Enfluent. Vous avez vu deux trois trucs. Vous avez vu la capacité d'Enfluent à nous aider pour faire du reverse engineering et pour être un peu plus concis avec les énumérables, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer avec Enfluent? Quand je vous avais parlé d'écriture un peu naturelle, on pourrait se faire un... Non, je vais peut-être aller ouvrir juste la solution Enfluent.
Ça sera plus sûr. Et puis on finira là-dessus. Puis si vous avez des questions, du coup, Influent. Solution. Sauvegarder les changements. Je vous montre un peu l'écriture un peu naturelle qu'on n'a pas vraiment exploitée. Parce que là, avec du code legacy, on n'est pas trop en TDD, on l'a fait juste sur le dernier test. Number test, que je vous montre un test. Alors, description. Un truc pour documentation, je crois. Un truc comme ça. Documentation. C'est pas celui-là. Autant pour moi, si je le trouve pas dans les 10 secondes, je lâche l'affaire, mais je voudrais quand même vous le montrer. Test. Non, eh bien je ne le trouve pas. On peut avoir internet ici ou pas, d'après vous? Ça capte? Ouais, non, j'ai pas j'aurais plus d'écran si. Bon, c'est pas grave. Je vous prie de me croire sur parole, ou pour ceux qui utilisent Influent et qui aiment bien le faire, pourront vous en parler peut-être autour du pot, mais en gros, pour écrire des assertions sur tous vos sujets à l'étude, on se laisse vraiment guider par le point, c'est-à-dire qu'on fait check that, mon sujet à l'étude, et on se fait pas flouder par l'IntelliSense. On n'aura que un truc qui sera contextuel. Si votre sujet à l'étude c'est un entier, bah, vous n'aurez que des assertions qui sont spécifiques aux entiers. Si c'est un énumérable, vous n'aurez que les assertions spécifiques à l'énumérable, et ainsi de suite, ainsi de suite. Influent est aussi extensible. Avec des méthodes d'extension, vous pouvez aller très rapidement vous faire votre propre DSL de test, si vous avez des projets avec une logique métier un peu particulière, etc., et que vous avez ce besoin là d'avoir une DSL de test, vous pouvez aussi l'écrire très facilement avec Influent. J'enverrai le lien à Emilien. On avait fait une session à la SOG un midi pour présenter Influent, le pourquoi et le comment et le quoi. C'est sur YouTube. Je vous enverrai le lien. Voilà, pour ceux qui ont envie de creuser sur Influent. Je vous remercie parce qu'à cette heure-ci, c'est moi je codais, ça allait, mais vous, d'être passif dans une salle, c'est plus dur pour la concentration. J'espère que c'était suffisamment lisible de loin. Si vous avez des questions, je sais pas si on les prend maintenant ou si c'est autour d'un verre. Des questions. Je me demandais dans ton dernier test pourquoi on a remis une boucle for dans la boucle for. C'est un truc que vous avez, mais... C'est peut-être la fatigue. Oui, on pourrait le... Alors attends, du coup j'ai fermé la solution. Hop. Alors, il y a ça. L'écran. Non, alors attends. Le premier c'est quoi? C'est le premier on itère sur les journées. En fait, le premier on itère sur les journées et la deuxième boucle for on itère sur les items. Au sein de la même journée, on itère sur les items. Là, ce truc-là, on itère sur 17 journées. Pendant 17 journées, on va vérifier des trucs et on update la qualité à la fin de chaque journée. Et ici, en fait, on va pour chaque journée, on va itérer sur tous les items pour vérifier leur qualité, un par un, à l'exception de conjured. Il y a peut-être un autre moyen plus malin. Après le extracting, tu peux pas mettre un where? Non, alors on pourrait le faire, là du coup on pourrait le faire en link. Et pourquoi l'extracting en magic string est pas possible de l'avoir en... Si, alors un des principes de Influent, c'est d'être le plus fluent possible. Et en fait, il y a tout un tas d'assertions dites fluent.net qui existent, mais qui elles se basent vachement sur des lambdas. Moi je trouve pas ça fluent. J'utilise vachement les lambdas par ailleurs, mais pour le côté fluent, de savoir
ça va être quoi la syntaxe de cette lambda, qu'est-ce qui est attendu, etc. C'est pas hyper fluent. Alors que là, de se laisser guider juste par le plus, c'est ça l'esprit. Donc en fait, on a essayé d'utiliser un maximum l'inférence de type là où on pouvait pour que l'écriture soit fluide et qu'on n'ait pas besoin de spécifier, puisque c'est généricisé à fond, Influent. Mais en termes d'usage, on a même des wrappers en T4 pour que ça soit simple à utiliser. À l'intérieur, l'implémentation d'Influent, ça utilise un type templété, donc générique templété, pour faire le boulot et le faire qu'une seule fois, par exemple sur tous les types numériques. Mais pour éviter d'exposer ce template à l'utilisateur d'Influent, on a par des templates T4, en fait, on génère des signatures pour chaque type numérique. Donc en gros, c'est une espèce de wrapper générique qui simplifie la vie et qui aide l'utilisateur à avoir une API avec inférence de type super pour lui, mais avoir une implémentation qui soit maligne à l'intérieur d'Influent. Je sais pas si ça répond à ta question du coup. Ouais, moi j'ai une question juste sur Influent aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous aider à tester des événements et tout ce qui est asynchrone, des retours d'événements? Parce que c'est assez galère à tester. Enfin, moi je transpire un peu avec ça, quoi. On a spiké des trucs. Alors là où je bosse, nous on bosse sur des systèmes dits temps réel. Alors c'est pas du vrai temps réel comme dans de l'embarqué, etc. C'est des systèmes qui doivent prendre des décisions et faire des trucs sous la milliseconde. Donc c'est déjà c'est des contraintes intéressantes et c'est que de l'événementiel, c'est que de la programmation réactive. Donc on a beaucoup ce type de cas, ce type de tests, etc. Donc il y a plusieurs écoles avec des monitors, avec des authorized events, etc. Il y a tout un tas d'helpers qu'on s'est fabriqués au fil du temps. C'est prévu pour la prochaine version d'Influent. Je pense qu'on va commencer à pousser soit à pousser des idées dans un namespace un peu caché parce que ça va être de l'expérimental, soit sur le forum Influent pour que vous puissiez donner votre feedback. Est-ce que c'est cette API-là qui vous plairait ou pas? Ou partir sur une branche et vous demander de faire du feedback sur la base de cette branche. Pour l'instant, sur la version qui existe, il n'y a pas ce type d'helper. Mais par contre, c'est clairement prévu dans la... Ouais, parce que c'est assez... ça fait un peu transpirer, je trouve. Oui. Oui, c'est clair. Ouais. Dans la prochaine version d'Influent, il y a tout un tas de trucs qui vont arriver aussi. J'ai un trou. On n'aurait pas dû la bière. Vous pouvez faire des tests unitaires dès qu'il y a un petit peu d'asynchronisme ou de thread, et je trouvais ça compliqué. Alors nous on a un autre truc qui est une librairie qu'on a. Alors on a fait un talk là-dessus avec mon comparse Cyril Dupuy-Dobby, qui est aussi. Moi j'ai commencé Influent tout seul il y a 1 an et demi ou 1 an et demi ou 2 ans maintenant peut-être. Après avoir vu David Gageot nous montrer Festacert, etc. J'ai un ancien collègue qui est québécois qui était revenu au Québec qui m'avait aidé au début. On avait des insertions sur la partie web aussi qui peuvent être intéressantes. Pour l'instant, c'est un vieux projet, la partie web. Comme on a complètement j'ai repensé le noyau d'Influent, etc. L'idée maintenant, ça serait de reprendre les idées qu'on avait d'insertion web et de les coller avec l'implem. Donc ça, peut-être pour la prochaine version, ça peut être un quick win, ça peut être un truc assez rapide à faire pour moi. Et après, du coup, mon comparse Cyril Dupuy-Dobby m'a aidé à travailler sur Influent. Donc, en gros, on est 2 contributeurs très actifs. Il y a Rui Carvalho qui est l'animateur d'Al.net que vous devez connaître, qui a dû passer vous voir aussi, j'imagine, qui était super intéressé par le truc et on a eu plein de discussions intéressantes, des contributions sur le forum, il a fait des propositions sur le support des types dynamiques, etc. Donc voilà. Et donc tout ça pour te dire que Cyril Dupuy-Dobby avec qui je contribue sur Influent, on a un autre projet open source qui s'appelle Mission et qui est une version open source de ce qu'on a fait à la SOG depuis 2006. En gros, nous, sur ces systèmes réactifs, on avait une contrainte, on constatait qu'en prod, on avait des deadlocks. Tout système multithreadé, etc., t'as beau avoir des super experts, tête de mort, machin, et on en a des mecs qui sont vraiment pas mauvais, Cyril, mon comparse notamment. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où t'as du lock, où t'as des locks dans ton code applicatif, dans le code applicatif, celui que tout le monde touche, tu vas avoir des deadlocks. La question, c'est pas
c'est pas est-ce que tu vas en avoir, c'est plutôt quand est-ce que tu vas en avoir. Donc on a commencé à réfléchir, c'est Cyril, lui, qui a eu des idées de patterns et de librairies pour lutter contre ça. Donc en gros, c'est pour remplacer les locks par une nouvelle API qui soit deadlock free. Et donc c'est un truc qu'on a utilisé en prod à Sogé depuis 2006, des générations de développeurs sur des projets très différents. C'est un truc qui a vachement bien pris, c'est vraiment qui correspondait à un manque, puisqu'à l'époque il n'y avait même pas de TPL. Voilà, nous on faisait du multithreading tous les jours et on n'avait pas d'autre choix. Donc ce truc là c'est un truc très très simple. Et on s'est rendu compte, c'était avant le précédent Devox, que il y avait toujours pas, il y avait plein d'offres parallèles, etc. Mais il y avait toujours pas de truc aussi simple que cette librairie là. Donc en fait on a décidé de faire un talk à Devox qui parlait de programmation active et qui illustrait les 2-3 patterns qu'on met en œuvre dans cette librairie. Et puis comme on a eu un écho assez positif à Devox, et les gens nous ont dit ah ça nous intéresse, votre pattern séquenceur, tout ça machin. Et donc on s'est dit bah tiens on va créer un projet open source, Mission. Aujourd'hui il est en .NET, mais on pourrait très bien le porter en Java très facilement. Et en gros c'est là-dessus qu'on travaille. Donc là-dessus, ça se base sur un truc qui s'appelle un execution unit, on va appeler ça comme ça, et en gros tu lui confies des tâches, des lambda, des délégués, etc. Et donc en fait, ce truc-là, il y a des execution units qui sont des pools de threads, qui sont de différentes natures. Tu as des worker threads, execution unit. Toi, tu manipules que l'interface, tu confies des délégués à ces trucs-là, mais en gros, derrière, tu peux les wrapper, les décorer avec tout un tas de comportements. Et pour nos tests unitaires, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, un peu comme il y a dans un Reactive Extension, tu peux jouer sur le scheduler, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de RX, mais tu peux jouer sur le temps, en fait. Tu peux jouer et dépiler événement par événement en mode polling, en mode tous tes événements tous tes délégués sont poussés dans les queues et dans les structures qui vont paralléliser, exécuter les traitements. Et tu peux avoir le contrôle sur. Donc c'est ce que nous on a utilisé beaucoup à Sogé pour certains tests. Après il y a des tests d'intégration où là tu veux que ça soit vraiment tu veux tester le modèle de threading, tu veux tester différentes configurations. Là, effectivement, à part des authorized events, des machins, des trucs, mais là le code il devient un peu plus compliqué, plus compliqué à écrire, plus compliqué à lire, plus compliqué à maintenir. Donc voilà, donc le truc c'était plutôt de rendre les tests un peu différents de ce qui se passe en test d'intégration, mais les tests unitaires en tout cas d'être plus prédictifs. C'est ça l'approche. Donc là, il n'y a pas de ça dans le Fluent. Donc pour la suite, on vous invite comme d'habitude à prendre un petit peu avec nous, à discuter avec Thomas entre autres et avec tout le monde autour d'un petit ce que vous voulez, sans alcool. Et pour l'alcool, on pourra ensuite, comme d'habitude, aller au Ninkasi ou pas loin, suivant le nombre qu'on est, si on arrive à réserver. Merci beaucoup Thomas en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Je te rends la vie de ou